Personen den Rechten. La cantante de Mali, 200 ans, a perdu 2% de la Teil an der Nordseite sowie des Außenbereichs des de la population idéale et Moving forward. Suite à une enquête qui reposait sur une soixantaine d'entretiens effectués dans 3 communes de Seine-et-Marne, nous avons analysé les pratiques de mobilité chez les jeunes du périurbain. Donc les 3 communes d'études étaient Coulommiers, à l'est de la Seine-et-Marne, Brie-Comte-Robert, à l'ouest et proche de l'agglomération parisienne. Donc ces 2 communes sont des pôles périurbains. Et enfin Villeneuve-le-Comte, un petit village au sud de l'agglomération de Marne-la-Vallée. Donc c'était 3 communes différentes par leur taille, leur desserte, leur localisation, et ces différences jouent sur les pratiques de mobilité et la perception que les jeunes ont du territoire. Donc pour notre analyse, on est parti d'un constat, c'est que les jeunes ont besoin de se déplacer, donc soit pour se rendre à l'école, donc au collège, au lycée, ou pour se rendre dans différents lieux de loisirs. Toutefois, ce besoin de se déplacer se heurte à des contraintes propres aux jeunes, des contraintes qu'ils rencontrent au quotidien. Donc, une première de ces contraintes, c'est l'absence de permis de conduire, puisque le permis de conduire n'est accessible qu'à partir de 18 ans. Et le permis est une véritable condition pour être mobile dans cet espace. Donc, les jeunes sont dépendants d'autrui. Et les seuls moyens qu'ils ont à disposition pour se déplacer sont d'abord les parents, qui ne sont pas toujours disponibles, soit par contrainte professionnelle, soit par manque d'envie parfois, et aussi par le prix de l'essence coûte cher aujourd'hui, donc c'est aussi une question qui se pose. L'autre moyen à disposition pour ces jeunes, c'est les transports en commun, lorsqu'ils sont accessibles, mais il n'y en a pas toujours, et les horaires sont irréguliers, et la desserte souvent rare. Une deuxième contrainte se rajoute, c'est la contrainte budgétaire, le manque d'argent qui peut freiner l'accès à certains équipements, par exemple le cinéma qui peut coûter cher, l'accès à la piscine ou à d'autres équipements de loisirs. L'ensemble de ces contraintes sont inégales selon les territoires. Il existe notamment des inégalités en termes d'infrastructures ou d'offres de transport. Et la situation est différente si, par exemple, il y a la présence d'une gare ou non dans les pôles. Parfois, un trajet de seulement quelques kilomètres peut s'avérer un long voyage. Voilà, donc la différence dans le niveau d'équipement va changer selon le lieu de vie, donc selon qu'on habite un village à caractère rural ou un pôle périurbain. Et parfois, un sentiment de captivité se dégage selon les lieux de vie. Donc, les jeunes le disent eux-mêmes. Par exemple, un jeune de Brie-Comte-Robert nous dit j'habite à Paris, j'habite à Brie, donc pour moi le pôle urbain c'est Paris, mais comme je fréquente les gens aux alentours, je me dis que le pôle urbain, pour eux, c'est Brie. Ils me disent, t'as de la chance d'être à Brie. Encore un autre jeune de Coulommiers qui nous dit, Coulommiers est un centre pour tous ceux qui y sont rattachés. Donc il y a vraiment une différence de perception entre ces différents jeunes selon leur lieu de vie. Donc face à ces contraintes qu'Alix nous a décrites, on a observé que les jeunes réagissaient de manière très différente, puisqu'ils ont une aspiration à la mobilité en fait assez différente. Donc les différents critères qu'on a observés sont les suivants. Alors tout d'abord le parcours résidentiel, c'est-à-dire que suivant si on est né ou non en milieu périurbain, eh bien on a une perception du milieu périurbain qui est différente et donc une envie de s'en extraire qui varie. S'en extraire, c'est-à-dire aussi bien pour ses loisirs le week-end, ou s'en extraire aussi pour la vie, c'est-à-dire une fois 18 ans, l'envie de quitter le périurbain et d'aller vivre ailleurs. Ainsi ceux qui sont nés en milieu urbain et qui au cours de leur enfance, ont déménagé en milieu périurbain, eh bien, ont une perception assez négative. Ils nous disent, on s'ennuie, Brie c'est la campagne, les transports c'est la galère, il n'y a pas de gare. Donc un discours très négatif. Alors que si on prend ceux qui sont nés en milieu périurbain et qui ont passé vraiment toute leur vie jusqu'ici, ceux-là nous disent, nous disent des mots vraiment similaires à ceux de leurs parents. Ils nous disent c'est calme, c'est pas très loin de Paris, c'est bien entouré, on n'est pas trop à l'écart, il n'y a pas de racailles. Et c'est au point que vraiment le modèle, on retrouve exactement le même modèle que celui des parents. Puisque quand on leur demande comment ils s'imaginent quand ils auront 30 ans, ils nous disent j'aimerais bien vivre dans une maison avec un jardin et un chien. Et c'est vrai que ça leur paraît tout à fait logique.
Alors, une nuance toutefois à introduire, c'est que ces jeunes qui sont nés dans le milieu périurbain, eh bien, arrivés à l'âge de 18 ans, s'ils font des études supérieures, ils vont complètement changer leur regard, puisque faire des études supérieures implique d'aller en ville. Et, cela nous disent, à propos du périurbain, je reviens juste le week-end et ça me suffit. Ou encore, moi j'aimerais bien avoir un côté ville là où je travaille et revenir à Brie pour me reposer le week-end. Alors on voit bien que le discours en fait reste positif sur le milieu dans lequel ils ont grandi, mais que le fait d'être allé en ville fait que ça ne leur suffit plus. Ils ont goûté à la ville d'une certaine façon, ils ne peuvent plus s'en passer. Alors, la question des études supérieures m'offre une transition pour parler de la question des inégalités sociales, puisque l'origine familiale est un lieu d'apprentissage de la mobilité. Or, ceux qui sont issus de milieux modestes, eh bien souvent sont par exemple peu partis en vacances pendant leur enfance, ce qui implique qu'ils ont peu pris le TGV, voire pas du tout même parfois, et c'est pareil pour l'avion. Et ces mêmes jeunes, arrivés à l'âge de 18 ans, souvent ce sont eux qui ne font pas d'études supérieures. Et bien, or, comme je venais de vous le dire, les études supérieures sont vraiment un apprentissage de la mobilité. Parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que savoir se déplacer, ce n'est pas seulement savoir utiliser les transports en commun, c'est aussi être capable de s'extraire de sa commune, d'affronter l'inconnu d'une certaine façon. Et les études supérieures sont un moyen de s'obliger à affronter cet inconnu. Alors, justement, si on compare un peu les discours, un jeune de 24 ans qui n'a pas fait d'études et qui est issu d'un milieu modeste, lui nous disait, il habite à Coulommiers, il nous disait qu'il n'avait absolument pas envie d'aller à Paris. Il n'y va jamais, il n'en ressent pas du tout le besoin. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est au chômage et il nous disait qu'il ne cherche pas d'emploi en dehors du bassin de vie de Coulommiers. Tellement, pour lui, ça représente une obligation d'affronter l'inconnu et puis aussi de quitter son milieu social et familial qui est assez fort à Coulommiers. Au contraire, un jeune qui, lui, a fait des études et issu de classe moyenne supérieure, nous disait à propos de Paris « Ah, c'est assez dur de résister à la ville la plus grande de France qui se trouve à 1 heure de Coulommiers ». Vraiment un discours complètement opposé. Alors, ces différences d'aspiration à la mobilité font que, justement, à contrainte géographique égale, on observe des complètement différents. À contrainte géographique égale, on va plus ou moins se démener pour se déplacer. Ainsi, on a interrogé, par exemple, 2 jeunes de 17 ans, tous les deux, qui vivent dans des villages similaires, des villages non desservis par les transports en commun autres que scolaires. Et la première, donc, puisque c'est une jeune fille, nous disait le seul moyen pour elle de se déplacer le week-end, c'était de demander à sa mère de la transporter en voiture. Sa mère refusait parce que elle a utilisé la voiture toute la semaine, donc le week-end elle est fatiguée, elle n'a pas envie. Et bien, cette jeune fille se cantonnait aux loisirs domestiques et familiales, mais en fait ça lui convenait, c'est-à-dire qu'elle s'épanouissait vraiment de cette manière. Et les rares fois où elle sortait le week-end, finalement, c'était souvent pour faire du shopping avec sa mère. Ce discours vraiment s'oppose avec un jeune donc, qui vit dans des conditions similaires et qui, lui, a décidé qu'il se déplacerait, et il y arrive. Il marche 2 heures par jour le week-end, ce qui est quand même incroyable, 2 heures par jour. Et ça lui permet d'atteindre des pôles périurbains, par exemple Brie-Contrebert, où il dispose alors d'un réseau de bus. De même, il n'hésite pas à faire de l'autostop malgré l'interdiction de ses parents. Et il monte sur les scooters de ses amis, là aussi malgré l'interdiction de ses parents. Donc ainsi, on voit bien que l'aspiration à la mobilité est vraiment un moteur pour se déplacer, puisqu'on observe des comportements complètement différents. Alors, afin de dépasser l'ensemble de ces contraintes et rendre la mobilité des jeunes plus facile, il serait intéressant de proposer des politiques à mettre en place dans l'espace périurbain pour faire évoluer ces pratiques de mobilité. Alors, on est conscient que tout n'est pas nouveau, mais bon, voilà, il y aurait d'abord quelque chose à faire sur l'apprentissage de la mobilité. Donc, c'est Éric Le Breton qui dit « La mobilité s'apprend, mais elle n'est enseignée nulle part ». Donc, il y aurait plusieurs choses à faire. Donc, par exemple, sur la question de l'apprentissage de la mobilité, il faudrait faire quelque chose sur l'image du vélo, puisqu'on a vraiment, on était assez étonnés. Ce serait un moyen facile de pallier au manque de transport en commun. Or, son utilisation est rare et on s'est rendu compte que ce n'était pas tellement parce que c'était jugé dangereux sur les routes périurbaines, mais plus que
c'est considéré comme ringard, en fait. Vraiment, les jeunes nous le disent, c'est ringard et ils ne l'utilisent pas. Il y aurait aussi quelque chose à faire sur apprendre aux jeunes à se déplacer en dehors de sa commune de résidence, donc faciliter par exemple les excursions à Paris ou tout simplement en dehors de sa commune de résidence dans le département. Alors, donc en matière de mobilité, de substitution à l'automobile, notamment, il y aurait beaucoup de choses à faire aussi. Donc, par exemple, faciliter l'accès au transport en commun. Il y a certains jeunes qui utilisent des lignes de transport privé encore pour se rendre à l'école. Donc ça les empêche d'avoir accès au pass Navigo, la carte imaginaire. Et donc ça les freine dans leur mobilité d'ensemble. Donc je rappelle que le pass Navigo permet un accès gratuit et illimité le week-end, les jours fériés et pendant les vacances à l'ensemble du réseau francilien. Donc elle se révèle être un formidable moteur de la mobilité des jeunes en Île-de-France. Et ceux qui sont privés de cette carte, finalement, voient leur capacité à se déplacer réduite. De même, il faudrait créer des liaisons douces entre les pôles périurbains, parce que c'est vrai que les routes actuellement sont assez dangereuses. Ça faciliterait vraiment l'usage de la marche et du vélo. Et enfin, promouvoir l'usage collectif des modes individuels, donc comme l'automobile. Donc, communiquer davantage sur le covoiturage, l'autopartage, mais plutôt à l'échelle du bassin de vie et du bassin de connaissances. Donc mutualiser les déplacements, par exemple, pour amener les enfants pour se rendre à un loisir, voilà, mais plutôt profiter de cette connaissance interne à un pôle urbain ou à un village. Et enfin, on s'est rendu compte que le transport à la demande s'avère parfois d'une grande aide pour non pas que les retraités ou les personnes handicapées, mais pour aussi des jeunes qui, par exemple, veulent sortir plus rapidement de cours et ne pas rester coincés au lycée ou au collège. Voilà. Alors, pour conclure, on a observé que les jeunes optent finalement pour des modes de déplacement assez durables. Il faut bien comprendre que cela ne se fait pas par choix, mais par contrainte. En témoigne d'ailleurs leur volonté unanime d'être de futurs automobilistes. Et alors justement, il faudrait profiter en fait de cet âge où ce sont voilà, ils utilisent les modes doux de transport de manière contrainte. Il faudrait en profiter pour essayer de pérenniser leurs pratiques de manière à ce qu'elles subsistent une fois le permis obtenu. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre Orfeuille, la mobilité, ça s'apprend ? Oh, excusez-moi, Francis Bossir, c'est moi qui ai besoin d'une pause alors. Francis Bossir, ça s'apprend la mobilité ? La table ronde précédente était très bien aussi. Hein, oui, non. La mobilité, ça s'apprend. Oui, on met un pied devant l'autre et on recommence. Hein, c'est quelque chose d'assez spontané. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas forcément d'accord avec Éric Le Breton quand il dit ça. On l'apprend nulle part. Si, on l'apprend comme on apprend à parler. Bon. La question après, c'est est-ce qu'on apprend à se servir des outils qui sont à notre disposition. Donc c'est une question pour la mobilité, mais c'est une question pour tout. C'est une question pour l'informatique, mais c'est aussi une question pour, je sais pas, faire la cuisine, bricoler, etc., etc. Donc, je pense que, voilà. Non, je ne peux pas plutôt réagir à d'autres choses. Bien sûr. En fait, bon, depuis ce matin, on voit que c'est très diversifié. Les populations des couronnes périurbaines sont très diversifiées. Et si on adopte dans cette table ronde un découpage par tranche de pyramide des âges, des jeunes, ensuite des moyens, enfin des actifs, et puis pour finir des vieux appelés aînés, on s'aperçoit qu'on retrouve cette diversité au sein des jeunes. On la retrouvera certainement du côté des aînés, et puis de la même façon du côté des actifs. Ça va être vu tout à l'heure. Donc il n'y a pas de surprise. C'était normal de trouver ça. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que ce qui va déclencher le mouvement pour accéder à une ressource de loisirs, une ressource d'études, les ressources urbaines en général, c'est un projet d'activité. Et ce qui distingue bien les jeunes, c'est que les projets d'activité ne sont pas les mêmes selon les milieux socioculturels et les moyens économiques. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Il n'y avait pas de raison que ce soit autrement. En revanche, la question qui est derrière, c'est est-ce que ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à des ressources dont visiblement ils n'ont pas trop idée, hein, ça c'est les périurbains nés et élevés en plein air, c'est bien ceux-là que vous avez parlé, on en a parlé ce matin déjà dans d'autres termes. Bon, et vous dites c'est assez terrifiant.
ils n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, mais en même temps, ils n'en ressentent pas véritablement le besoin. Pourquoi ? Parce que leur univers de référence n'est pas aussi diversifié que pour ceux qui viennent de la ville et qui font cette migration périurbaine alors qu'ils ont déjà vu la ville, ou bien tout simplement ceux qui vont aller en ville. Et c'est les études supérieures, la plupart du temps. Et ça, c'est un vrai discriminant social. Donc, je pense que c'est intéressant, mais ça veut dire qu'il y a aussi les problèmes qu'on connaît dans les banlieues, dans les faubourgs et dans les villes, dans les centres des villes, on les retrouve pareillement dans le périurbain. C'est-à-dire qu'au fond, ça va bien dans le sens de ce qui est dit depuis ce matin et dans la table ronde précédente, une espèce de banalisation, finalement, de la façon de regarder le périurbain. Il y a la société française, d'une certaine façon aussi, dans le périurbain, avec... alors, peut-être que la diversité n'est pas tout à fait la même qu'ailleurs, mais enfin, je pense quand même que c'est ce qu'on voit. Donc là, ces jeunes-là... Alors, est-ce que ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, ça les gêne de ne pas se déplacer ? De façon un peu cynique, non, c'est moi qui vais le dire comme ça, c'était pas vous. Vous n'êtes pas cynique. Mais moi, je suis trop devenu cynique. Bon, finalement... Les pionniers du développement durable en périurbain, c'est des pauvres qui n'ont pas les moyens de se déplacer, qui n'ont pas l'idée d'aller ailleurs parce que leur univers est mental, je sais pas, culturel, enfin dites ça comme vous voudrez, est assez réduit finalement. Leur bilan carbone est excellent. Sauf que, dites-vous, bah oui, le bilan carbone de celui qui consomme rien, il est excellent. Sauf que, dites-vous, c'est temporaire parce que leur première acquisition sera la voiture. Et c'est vrai que dans les enquêtes, ce que j'ai pu lire à gauche à droite, dans les enquêtes auprès des aspirations des jeunes, bon, le Crédoc fait ça régulièrement, on voit bien que dans les milieux socioculturels un peu plus élevés, avec ces références plus élargies, la voiture n'est pas forcément l'obsession de la première acquisition des premiers salaires. Ce qui est le cas effectivement ici pour des catégories alors vraiment ancrées dans le périurbain et sans référence à la ville dans la pratique quotidienne. Voilà. Merci beaucoup, Francis Bossière, pour cet éclairage. 2% de la population.